les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. On est habitué, Luc, de voir des déboires dans les médias, là, particulièrement financiers, dans les dernières années, mais on est plus habitué de voir des petits journaux, des petits hebdos locaux écopés. Mais là, quand le New York Times, qui est peut-être l'un des journaux les plus illustres sur la planète, doit sabrer quelque part, mais ça, c'est choquant. Écoute, et c'est pas n'importe où, puis c'est pas forcément la première chose ou le premier sujet auquel on associe le New York Times. Mais c'est faire fi de beaucoup de journalisme d'enquête autour de ce thème-là. C'est la section des sports du New York Times qui est condamnée. Donc, on va s'en remettre plutôt à une application qu'on avait développée qui est The Athletic, à partir de laquelle plateforme on va maintenant relier des sujets de sport. Mais le fameux bureau, le pupitre des sports du New York Times vient d'être balancé sous l'autobus. C'est moins des pertes d'emploi parce qu'on va réaffecter l'ensemble du personnel qui travaillait au sport. On va les rediriger vers d'autres sections. Mais c'est un signe, effectivement, que les choses ne vont pas bien. Tu l'as bien mentionné. On a beaucoup critiqué le New York Times dans les dernières années. Mais ça demeure une grosse pointure. Ça demeure à la fois en termes de prestige, mais aussi, soyons honnêtes, de qualité de l'information. Un géant des médias américains puis des médias sur la planète. Donc, que ce média-là en soit condamné à fermer sa section des sports, je pense que c'est une perte. Pour ceux qui veulent autre chose que des pointages ou une analyse superficielle ou sommaire d'un match, quelqu'un qui veut en savoir plus sur la politique du sport, la gestion du sport, on vient de perdre un gros morceau et je ne pense pas que The Athletic, qui est, je répète, la fameuse plateforme là, que le New York Times a développée, je pense pas qu'on puisse aller aussi loin que ce qu'on faisait avec des journalistes d'enquête. Mais là-dessus, Luc, je vais peut-être amener un bémol parce que la plateforme The Athletic, honnêtement, c'est très bien. C'est très, très bien ficelé. Et c'est pas... on est vraiment dans des dossiers. Peut-être l'enquête, c'est peut-être une autre question, mais honnêtement, c'est des journalistes là, à The Athletic qui sont extrêmement bien renseignés, qui ont vraiment beaucoup de contacts, puis qui sont capables de mener... c'est beaucoup des entrevues de fond avec des athlètes sur des sujets sur lesquels on les entend peut-être moins s'exprimer. C'est d'ailleurs dans une entrevue de The Athletic, par exemple, pour les gens d'ici, que Carey Price s'est confié pour la première fois sur ses troubles d'alcool. Ouais. On savait pas que c'était l'alcool. On pensait peut-être que c'était des substances. On pensait peut-être que c'était autre chose. Mais c'était vraiment de l'alcool. Énorme entrevue de fond avec Carey Price qui avait fait le tour du monde des sports. Puis c'est vraiment The Athletic le seul à lui avoir parlé. Là. Tes nuances sont tout à fait intéressantes et parfaitement justifiées. Ce qui me fait pencher vers un peu de pessimisme, c'est que la plateforme n'est pas rentable actuellement. Malgré le bon travail que tu viens de souligner. Puis tu vois, j'avais oublié Carey Price, tu le rappelles et c'est parfait. Ce que je crains, moi, c'est le manque d'argent éventuellement pour soutenir le travail qu'ils font. Donc, c'est pas du journalisme d'enquête. Par contre, ça signifie pas du tout que l'information qui y circule est pas pertinente et intéressante. Ce que je crains, c'est que comme ce n'est déjà pas rentable et que le New York Times souhaite faire plus de journalisme d'enquête, mais on va aller vers les arts, on va aller vers la politique, on va aller vers l'économie. C'est ce que je crains à moyen et à long terme pour The Athletic. Mais écoute, je peux me tromper et je suis très content que tu rappelles ces nuances-là que j'allais omettre de faire. Oui, il se fait quelque chose de bien à The Athletic. Mais si on regarde les standards qu'avait le New York Times auparavant, on est quand même une coche en dessous de ce qu'on offrait à l'ensemble de notre lectorat auparavant. Bon, on s'entend, c'est quand même une mauvaise nouvelle là, qu'on ferme la section des sports. Surtout, puis j'aime vraiment que tu le rappelles, là, Luc, de l'enquête d'un sport, on en a besoin. Il y a plein de scandales, il y a plein d'éléments de la politique sportive aussi qu'on oublie. Là. Juste à penser l'été dernier, ce qui s'est passé à Hockey Canada, on avait besoin de reporters sportifs justement pour creuser sur des dossiers comme celui-là. Et le sport, les gens qui préfèrent, puis je les comprends, s'asseoir devant un match un soir ou une fin de semaine, ne veulent pas faire de politique. Mais on oublie que le sport a toujours été politique. On regarde le golf ces temps-ci, c'est plus politique que jamais avec le rôle accru de l'Arabie Saoudite. Quand on parle de Coupe du Monde, quand on parle des Jeux olympiques, c'est dommage parce que bien sûr, c'est une couverture de moins pour les athlètes, pour ceux qu'on a vu sacrifier tant de choses pour performer. Mais il y a tellement autour qui a rapport à de la politique intérieure ou de la politique internationale.
c'est là où je trouve qu'on perd quelque chose éventuellement, alors qu'il se passe, tu l'as dit, de nombreux scandales, ou à tout le moins, en tout cas, des réorientations dans la façon de faire qui demandent qu'on s'y intéresse. Ouais, puis c'est pas nouveau, hein, politique dans le sport. On rappellera que les Jeux olympiques, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient où? Ben, ils étaient à Berlin, en plein cœur de l'Allemagne nazie, avec des croix gammées partout, des interdictions pour certains athlètes. Ça a toujours été politique, puis malheureusement, ça va le rester. Grosse nouvelle au sommet de l'OTAN. Luc, là, bien sûr, comme tu l'as rappelé hier, c'est pas tout de suite pour l'Ukraine, mais volte-face de la Turquie qui était réticente et la Suède va pouvoir intégrer le groupe. Voilà, hier, c'était justement un des exemples que je donnais pour l'Ukraine en disant, regarde, pour la Suède, ça semble être dans la balance. On sait que Joe Biden a déployé énormément d'énergie, puis qu'il a rencontré Erdogan, ça a débouché. Mais la façon de convaincre Erdogan, ça risque encore là de faire jaser au sein de l'OTAN, mais ailleurs aussi sur la planète. Quand on regarde la Turquie, on l'a dit, c'est un joueur qui est bien particulier au sein de l'OTAN parce qu'on a des alliances à l'extérieur de l'OTAN, parce qu'on a des relations avec la Russie, parce qu'on s'est même posé en médiateur avec la Russie pour protéger certaines ententes ou certains liens économiques. Qu'est-ce qui est parvenu à convaincre M. Erdogan? C'est là où on va peut-être faire sourciller, parce que M. Erdogan, qui n'était pas un paria, mais qui était un peu à l'écart, revient finalement au centre de l'OTAN, puis avec les honneurs. On parle de le recevoir maintenant à la Maison-Blanche, et Biden a finalement cédé aux demandes de la Turquie qui voulait regarnir un peu ses F-16. Donc, on se serait entendu. J'ai pas vu de version officielle diffusée encore, mais on se sera entendu pour dire, écoutez, on va vous aider à moderniser vos appareils, on va vous fournir de nouveaux appareils et on va vous fournir avec ça de quoi bombarder. On va vous fournir aussi des munitions. Donc, ça change la donne. C'est si on ne regarde que du côté de la Turquie, c'est une victoire sur toute la ligne. Pour M. Biden, il y a du bon et du mauvais. Dans la balance, l'administration Biden s'est dit, on a refusé, pas plus tard qu'en 2017, de faire ça avec la Turquie. Ils avaient essuyé un refus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est préserver l'OTAN, s'assurer que tout le monde est sur la même page avant d'intégrer, bien entendu, éventuellement, de nouveaux joueurs. Donc, on l'a dit hier, rien à court terme pour l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui et demain, on ne va pas en discuter à moyen et à long terme, mais rien dans les médias. Mais la Turquie, cette fois-là, en tout cas, semble jouer avec tout le monde. Et la Suède va, si on se met du côté suédois, finalement intégrer l'OTAN, alors qu'on craignait pendant ce sommet-là de devoir attendre encore un peu plus longtemps. Ouais, il faudra voir après ça si on va essayer de gratter d'autres privilèges comme ça lorsque la Finlande, qui est théoriquement prochaine sur la liste, va intégrer aussi là, du moins entrer dans le processus pour un jour intégrer l'OTAN. Gros dossier quand même, puis c'est un sommet qui se poursuit encore aussi, hein, Luc? C'est pas la fin de toutes les discussions qui se tiennent. Non, d'ailleurs, si j'étais M. Trudeau, je serais un peu inconfortable au moment où on se parle parce qu'en termes d'argent, en termes de sommes allouées à l'OTAN, puis en termes de soldats qu'on avait promis sur le terrain, dans des pays, bien sûr, de l'OTAN qui sont près du théâtre des opérations, on n'a pas encore livré la marchandise. Donc, je serais pas étonné que M. Trudeau, on va voir à quel point, là, parce qu'on se ménage un peu dans le langage diplomatique, mais M. Trudeau va être pris dans un coin éventuellement pour dire vous tardez un peu. En même temps, on a répondu, ou ce qu'on dit du côté canadien, c'est écoutez, on n'a tout simplement pas le nombre de militaires nécessaires pour être en mesure d'honorer notre engagement. Donc, c'est un nombre de militaires total au sein de nos troupes qui ne nous permet pas de faire ça. Donc, M. Trudeau est un peu coincé parce qu'il est solidaire avec Biden, il est solidaire avec les pays membres de l'OTAN, mais on ne semble pas avoir les moyens de nos ambitions dans ce dossier-là. Mais M. Trudeau va probablement avoir son tour aussi dans les discussions où on va lui demander un peu plus, ou lui demander en tout cas de s'engager à en faire plus. Ouais, puis là, surtout, il a fait un peu de dissension aussi. Hein. Il s'est mis à critiquer l'utilisation, entre autres, des munitions à dispersion qui vont être envoyées là, tout prochainement à l'Ukraine, là, qui sont données par les États-Unis. Donc, quand même un tout petit peu de dissension, là, Justin Trudeau, qui va marcher sur des œufs encore plus, là, je pense. Oui, puis le Canada est un peu coincé aussi avec ça. On l'a dit tous les deux hier et la semaine dernière.
ce type d'armes-là, là, c'est ce qui fait qu'on prolonge le nombre de victimes au-delà de la fin des hostilités. Ces armes-là qu'on disperse, ces munitions-là qu'on disperse, elles restent au sol. On continue à faire des blessés et des morts bien après la fin des combats. Il y a des coups qui s'entraînent aussi pour essayer de nettoyer, entre guillemets, le terrain ou le théâtre des opérations. C'est difficile pour le Canada qui, un peu comme les États-Unis, insiste sur les droits humains, les droits de l'homme, de laisser aller cette décision-là sans avoir à exprimer des réserves, puis même dans certains cas, une opposition. On le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est le genre d'arme qu'on tente de bannir à l'international. Puis là, pour maintenir ce qu'on pense être un avantage du côté ukrainien, M. Biden, il va. C'est la totale. En anglais, il est all-in en termes de poker, mais ça se fait pas sans critique et elles sont justifiées, ces critiques. Oui, puis au moins, même si c'est ses alliés, Justin Trudeau n'a pas peur de parler. Là. Oui, voilà. De ce côté-là, c'est peut-être quelque chose de rafraîchissant. Si on revient à notre sport préféré, Luc, la prochaine primaire républicaine, mais M. Trump n'a pas perdu de temps. Lui, déjà, il prépare le terrain. Je ne sais pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise façon, mais il critique, puis il critique ouvertement toutes sortes de gens. Oui, écoute, le début du calendrier, quand on regarde le février-mars, on regarde les primaires et les caucus, qui sont une formule particulière de choisir le candidat dans un État. Les premiers caucus, c'est toujours l'Iowa. Donc, et ça permet parfois à des candidats de se démarquer. Si on se rappelle de Barack Obama puis de certains autres candidats, souvent on était un peu dans le champ gauche. On ne nous voyait pas encore sur le radar comme étant des candidats sérieux. Et une bonne performance en Iowa, ça vous donne souvent l'intérêt des médias, puis parfois des donateurs également, des généreux contributeurs qui financent votre campagne électorale. Donc, on a toujours le regard braqué sur l'Iowa, qui est un peu un microcosme aussi. C'est à la fois une zone rurale, mais il y a une grande université, il y a des centres urbains. On revient à M. Trump. Pourquoi s'intéresser à l'Iowa? Parce que beaucoup de républicains disent, si on arrivait à glisser quelqu'un d'autre que Trump en Iowa, peut-être qu'on peut créer ce mouvement ou ébranler un peu M. Trump. M. Trump n'est pas naïf, il est allé au-devant des coups tout de suite et il a critiqué, il s'en est pris à la gouverneure de l'Iowa, Mme Reynolds. Mme Reynolds a été endossée, appuyée par Donald Trump lorsqu'il est venu le temps de faire campagne pour le poste de gouverneur. Maintenant, il a dit, comme gouverneur, je vais respecter la tradition des gouverneurs en Iowa. Je ne vais pas choisir de candidat pour les primaires et caucus, pour les caucus de l'Iowa. Cependant, ça fait 3 fois qu'elle est vue en compagnie de Ron DeSantis et elle a participé à une activité visant à rencontrer plus des femmes aux côtés de l'épouse de Ron DeSantis. Alors, cette fois-là, M. Trump est revenu à la charge, donc, et il lui est littéralement, en termes de sport, rentré dedans, mise en échec plus ou moins légale. C'était sévère. Mais ça montre à quel point, donc, le combat va être féroce. Et Donald Trump a bien raison. M. Trump a, dans les primaires de 2016, donc quand il se lance, un parcours qui est drôlement intéressant. On a dit qu'il profitait bien sûr de la division du vote, il y avait de nombreux candidats, mais il terminait premier partout. Il accumulait les premières places. Et c'est comme ça qu'on crée une vague, c'est comme ça qu'on crée un enthousiasme, ça devient très difficile à renverser. Alors il a bien compris ce qui était en jeu actuellement. On veut lui trouver quelqu'un, un opposant ou des opposants qui pourraient le tasser en Iowa. Et on le devine, M. Trump, s'il y a une chose dont on est certain, il ne va pas se laisser faire. Et c'est exactement ce à quoi il a procédé hier et avant-hier. Oui, ne pas se laisser faire, ça, c'est un peu une de ses marques de commerce, là, même comme on le voit là. La meilleure défense, c'est l'attaque. On est dans les images sportives. M. Trump n'a presque pas de défense. On est en attaque continuellement. Son jeu de puissance est assez impressionnant à l'occasion. Oui, ça c'est certain. J'adore les métaphores sportives. Tu vois, on n'a pas besoin de la section sport du New York Times, Luc, toi puis moi, pour embarquer dans la métaphore de sport, puis j'aime beaucoup ça. Écoute, un décès notable aux États-Unis, peut-être quelqu'un qu'on connaît moins ici. Alors, j'ai 83 ans, Catherine Burks Brooks, qui est décédée. Qui était-elle? Écoute, elle faisait partie des premières personnes à avoir organisé puis à avoir participé à ce qu'on appelle les Freedom Rides. On les surnommait les Freedom Riders. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est d'actualité. Elle est restée une activiste pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs toute sa vie. Il y a pas très longtemps, PBS lui avait réservé un beau documentaire, une entrevue de fond, dans laquelle elle mentionnait tout ce qui reste à faire malgré les gains des années 60-70. Et que venaient faire ces fameux Freedom Riders
pour bien montrer à quel point c'est jamais acquis, puis à quel point, on l'a vu il y a pas longtemps, là, la Cour suprême s'est prononcée sur des dossiers touchant la question raciale. Dans les années 50, à 2 occasions, la Cour suprême dit la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, c'est inconstitutionnel. On avait mis ça en place, puis on avait reconnu le caractère constitutionnel de la ségrégation raciale à la fin du 19e siècle. Et les gens qui se rappellent de Rosa Parks, Martin Luther King et compagnie, ce sont des actions qui, dans les années 50, à la Cour suprême, font dire « ce n'est pas constitutionnel ». Mais quand la Cour suprême dit quelque chose, c'est vrai pour Donald Trump, c'est vrai pour les autres dossiers, est-ce qu'on respecte toujours ce que la Cour suprême demande? La Cour suprême n'a pas d'armée, pas de service de police. Il n'y a personne. Si on ne s'en remet pas à la société de droit, puis qu'on ne considère pas l'autorité de la Cour suprême, ben, on peut tout simplement ne pas respecter. Et c'est ce qui est arrivé dans le sud des États-Unis. À plusieurs endroits, malgré le jugement de la Cour suprême, on a refusé de mettre fin à la ségrégation raciale. Pour exercer des pressions, puis pour bien démontrer que ce n'était pas fait, on va remplir des autobus de blancs, de noirs, de gens qui vont se rendre dans les villes racistes, dans les villes ségrégationnistes du sud des États-Unis et qui vont aller manifester contre la ségrégation raciale. Alors, c'est ce qu'on vient de perdre dans la journée d'hier, à l'âge de 83 ans. Une de ces femmes très courageuses dans une période très, très violente qui décide d'aller à la face des Blancs dans certaines grandes villes racistes, leur dire « La Cour suprême vous a demandé de mettre fin à ça. » Et nous, on est venu faire la lumière, braquer le projecteur, puis profiter. À l'époque, on oublie le rôle des médias qui est très important. C'est couvert par les médias américains. Ce qu'on va voir à partir des Freedom Riders, c'est des gens qui sont assis devant leur poste de télévision le soir. On est en train de souper avec les enfants et on va voir la réaction violente des Blancs de certaines grandes villes du Sud face à des gens qui ne demandent que le respect de la loi puis l'application de la décision de la Cour suprême. Donc, on oublie à quel point c'était dangereux, c'était risqué, mais à quel point ça a été important. Donc, coup de chapeau à Mme Brooks Burns. C'est une des dernières survivantes de cette époque-là, donc 83 ans. Et je rappelle son témoignage à la fin, il y a encore du travail à faire. Oui, puis il y en a toujours, malheureusement, dans les questions raciales, là, particulièrement aux États-Unis, du travail à faire, puis peut-être que c'est aussi le moment comme ça de se faire un rappel historique, Luc, c'est toujours important. Ça fait même pas 100 ans, hein, de ça. Ça semble tellement loin, là, mais même des toilettes séparées, des endroits différents pour les Blancs, les Noirs aux États-Unis, ça fait même pas 100 ans, là. Et il y a plein de gens qui ont encore sur le cœur, dans le sud des États-Unis, le fait que ce soit finalement des institutions fédérales et le gouvernement fédéral qui leur a imposé, en quelque sorte, la fin d'un mode de vie, la fin de pratiques. Et si tu regardes encore là où la réaction au gouvernement central est la plus forte aux États-Unis, c'est bien souvent encore dans ces régions-là. Il n'y a pas que ça. Un Américain n'aime pas le gouvernement central en partant. Il va s'y référer, par exemple, pour des soins de santé en disant « on n'a pas le choix de passer par là ». Mais on préfère avoir plus de pouvoir dans notre État. Mais dans le Sud, la résistance est encore plus prononcée. Et ça, ce qu'on vient de raconter, c'est un des épisodes qui nourrit cette rancœur-là à l'égard, ou cette méfiance-là, appelons ça comme ça, à l'égard du gouvernement central. Oui, puis c'est la même méfiance aussi qui alimente, là, je vais dans les extrêmes, mais encore des milices d'extrême droite aux États-Unis qui, dans leur tête, puis beaucoup de gens aussi qui se revendiquent, par exemple, des mouvements de citoyens souverains aussi, puisqu'il y en a beaucoup, mais qui, eux, reconnaissent pas l'autorité du gouvernement fédéral, puis vont, là, on est vraiment dans l'extrême, mais qui vont s'armer, puis qui vont, eux, se préparer au jour où on va venir les chercher, là, tu sais. C'est pour ça que j'aime autant jouer sur l'histoire et la politique. Moi, une des menaces que je vois planer sur les États-Unis actuellement, ça a toujours été là, mais rarement au vu et au su de tout le monde, c'est à quel point l'extrême droite est active aux États-Unis. On parle pas de tout le sud des États-Unis, ou de toutes les villes ou de tout le pays, mais cette faction-là, qui est quand même substantielle, elle continue à jouer un rôle et elle se montre maintenant au grand jour, au point de s'afficher puis de revendiquer au sein du mouvement conservateur une place qu'on dit légitime. Mais ça a toujours été là, c'est pas nouveau. Faut voir ensuite ce qui, à certaines époques, nourrit des résurgences ou des retours de ces mouvements-là. Mais c'est ce petit regard historique qui nous permet parfois de mieux comprendre la société américaine, puis d'éviter aussi de faire des liens avec la société canadienne et québécoise. On a des contextes différents, ces questions-là ont évolué différemment. Donc, quand je parle des États-Unis, ça implique en rien le Canada et les États-Unis, mais c'est un éclairage sur la période actuelle qu'on apporte quand on fait ça.
puis c'est toujours agréable donc d'avoir de ces rappels-là que tu nous fais, Luc, dans l'histoire. Gros merci d'avoir été là. Bonne journée, Alex.